Bonjour Gertie. Bonjour Mika, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça me fait surtout plaisir de parler de petites choses avec toi. Ouais. Enfin, de te voir bien sûr, mais en plus de te recevoir et de parler de ton travail, que j'aime beaucoup. Merci. J'en profite encore une fois pour te dire que j'admire. Voilà. Alors Gertie, tu es auteur, dramaturge, Ouais. Nouvelliste. Ouais. Tu es... Attends, que je n'en oublie pas parce que tu es une femme plurielle quand même. Metteur en scène, romancière, nouvellement, depuis peu, poétesse. Ouais, Alors on va dire dans l'ordre, hein, Ouais. oui, poétesse depuis toujours, Ouais. et romancière depuis peu. Ouais. Donc romancière d'un ouvrage qui s'appelle, que j'ai là, donc tu peux montrer la pochette? Oui, ça s'appelle Les Rétifs. On voit mes petits, Ah oui, mes petites annotations. Ouais, je trouve que c'est formidable. Ça veut dire que d'abord tu l'as lu. J'ai lu et je l'ai qu'ensuite, relu ça t'a encore. posé des questions. Voilà. Donc voilà, Oui, oui. Alors, ça me fait plaisir. Ouais. ton travail de dramaturge, j'en connais par trame. Je pense que tout le monde connaît. Mais pour te connaître, enfin pour pouvoir te connaître vraiment, il faudra que je t'invite plusieurs fois. Tu es d'accord? Eh bien, avec plaisir. Voilà. Surtout ici. Alors aujourd'hui, on va parler des rétifs. Ouais. Tu vas nous présenter ton ouvrage et tu vas nous présenter quelque chose un événement que tu as créé qui s'appelle le Sénat et dont on parle d'ailleurs dans cet ouvrage. On ne parle pas de mon Sénat. Non, on parle parle pas de ton Sénat, mais on parle Absolument. du Sénat sur lequel tu t'es appuyé pour créer ce que ton ça événement. représente, absolument. Absolument. Bah, j'en parle. On parle tout du de suite, Sénat. hein. Oui, On parle du Sénat. Eh bien, écoute, le Sénat, c'est un terme que j'ai entendu très souvent dans mon enfance. Oui. Et c'est peut-être pour ça que je le fais, c'est parce que ça m'a toujours fait rêver. C'était dans la mesure où c'était réservé aux garçons. T'imagines, j'étais enfant, j'avais entre 7 et 10 ans, disons entre 8 et 12 ans, pour aller vite. Et évidemment, je n'avais pas le droit de sortir. Non. J'avais pas, tout était quand même pas mal réglementé, jusqu'à l'âge de 13 ans, où ma mère a quitté la Guadeloupe, et donc pendant un an, elle n'était pas là. Je suis rentrée en France pour la rejoindre à l'âge de 14 ans, et donc pendant un an, je faisais un peu ce que je voulais. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, je savais qu'il y avait une rencontre d'hommes sur la place de la Victoire, de garçons, qui discutaient je ne sais pas de quoi. De tout et de rien. Je ne savais pas de quoi à l'époque, je l'ai su après, mais je ne savais pas de quoi, et qu'ils appelaient ça le Sénat. Et quand autour de moi on disait ouais, je vais au Sénat, celui-là est au Sénat, lui est allé au Sénat, ça me paraissait quelque chose d'inaccessible, et ça aiguisait ma curiosité. Bien sûr. Et donc après, j'ai su que ces rencontres de sénateurs, en fait, étaient des moments où les gars discutaient de tout. Donc ils se retrouvaient, eux ils pouvaient le faire. En fait, ils se retrouvaient sur la place de la Victoire, garçons ou hommes, ou garçons et hommes, je ne sais pas. Et peut-être qu'il y avait plusieurs Sénats, le Sénat des jeunes et le Sénat des plus âgés. Mais ils discutaient de tout ce qui leur passait par la tête, des événements du moment, des questions politiques, du meurtre qu'il y avait eu, je sais pas moi, à l'époque. Souvent on entendait qu'une femme avait brûlé, jeté de l'eau chaude sur son mari, enfin, il l'avait trouvé, etc. Bon, ce genre de truc. Et de sport, certainement, puisque juste à côté, sur la place de la Victoire même, les garçons jouaient au football ou jouaient au basketball. Donc, ils discutaient de toutes sortes de choses. Et moi, j'étais là, je me disais, le Sénat. Voilà. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je travaillais au Rétif. Oui, parce que tu as un passage où tu parles du Sénat. Absolument. Sur la place de la Victoire. Absolument. Oui. La petite fille va à l'école et quand elle passe, elle voit des hommes assemblés. Oui. Et d'ailleurs, tu parles de sa curiosité pour le Sénat. Absolument. Hein? Ouais. Parce que les rétifs, c'est un peu le rapport d'un certain événement qui s'est passé le 26 mai 1967. 26 et 27. Oui, 26 et 27. Et on peut dire même
un peu en amont parce qu'on sent bien qu'Emilienne, elle sent quelque chose qui se passe. Qui est en train de se préparer. Oui. Effectivement, et en fait, pour finir avec le Sénat, ce qui se passe dans les rétifs, c'est que la petite ne connaît pas grand-chose de son environnement. Oui, parce qu'elle ne sort pas, non? Elle ne sort pas. Moi, je sortais beaucoup plus qu'Emilienne, enfin, oui. d'après l'Emilienne que j'ai faite, parce que moi, j'étais un peu brigand. Je faisais des manifestations. En 1900, je me rappelle, en 65, j'ai organisé une manifestation sur les municipales. Ah, et tu avais quel âge? Sans indiscrétion? 65, j'avais 8 ans. Oh, wow. On est venu chercher mon père en lui disant viens chercher ta fille, parce que je faisais manifester mes copines sur la rive à table, et dans un sens on criait vive Bangou, et en remontant dans l'autre sens on criait vive Dessoutes. Donc en fait on n'était pour personne. Bangou était du Parti communiste, Étincelle, et Dessoutes était de l'ancienne, comment ça devait s'appeler, c'était même pas le RPR, ça devait être l'UDR, enfin le truc de Gaulle. Oui. Et alors, manque de peau, comme on défilait dans la rue Vatable et qu'on passait devant le journal L'Étincelle, qui était le journal du Parti communiste, les gens de L'Étincelle sont allés appeler mon père en disant viens chercher ta fille, parce qu'elle fait défiler des gens devant notre local en train de crier vive oui. Alors effectivement, voilà, tu étais quand même beaucoup plus qu'Emilienne. Oui, parce que Emilienne, c'est ça qui l'a fait découvrir un peu la vie. C'est une petite fille très très sage. Et en fait, elle est dans ses rêves. Oui. Elle est dans ses rêves, et puis comme elle passe sur la place de la Victoire pour aller à son école, elle voit des gens rassemblés là. Et elle se dit, tiens, il se passe quelque chose. Tiens, il y a des garçons. Ah, les garçons sont au Sénat. Oui, puis elle sait que son frère, il y va en cachette. Elle sait que ses frères, ils vont en cachette. Donc, elle sait qu'il existe un Sénat, mais elle ne s'y intéresse pas plus que ça. C'est pas ça qui l'intéresse, Emilienne. Et en fait, ce qu'Emilienne va découvrir au fur et à mesure, c'est la réalité politique et sociale de la Guadeloupe, mais elle ne va le découvrir qu'après l'événement dont elle aura été témoin. Oui. Et l'événement dont elle aura été témoin, ce sont les événements, les émeutes du 26 mai 1967. Elle voit le 26 mai, mais il y a aussi le 27 mai. Elle, le 26 mai, elle ne va pas à l'école et paf, elle se retrouve sur la place de la Victoire, au beau milieu des émeutes et des tirs. Hein, mais elle s'interroge quand même déjà depuis plusieurs jours, à cause du départ de sa maîtresse. Alors il y a des tas de petits événements. On va avoir des tas de petites choses. Par exemple, les transports en commun ne travaillent pas le jeudi. Elle ne comprend pas pourquoi. Et à l'époque, le jeudi, on n'avait pas école. On n'avait pas école. Donc le jeudi, elle est chez elle et elle se dit, tiens, pourquoi est-ce que les Carl et Hogan ne sont pas là? Elle s'aperçoit que les ouvriers de son père, qui sont dans le bâtiment, qui construisent la maison, ne sont pas non plus venus travailler le jeudi. Et au fur et à mesure, elle note des tas de petites choses qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est curieuse, mais qu'elle ne comprend pas. Et son papa son papa, sa maîtresse d'école a disparu, et son papa a disparu également. Ça fait 3 jours que le père n'est pas rentré, mais visiblement le fait que le père ne rentre pas, pour les autres enfants les plus grands et pour la mère, c'est quasiment normal, mais Emilienne, elle attend son père, elle adore son père, donc elle voudrait lui poser des tas de questions sur toutes ces petites choses qu'elle ne comprend pas, qui sont en train de se passer autour d'elle, et la chose majeure qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi sa maîtresse d'école a disparu. Et en réalité, la disparition de la maîtresse d'école va être le point de départ de la compréhension d'une société qui est organisée sur des formes de répression ou d'interdits, des interdits, on dira, des interdits divers et variés, et qui vont jusqu'au fait de mater une manifestation des ouvriers, des ouvriers du bâtiment en tirant à balles réelles et en faisant, aux dernières nouvelles, enfin au dernier décompte, peut-être 87 morts. Oui, parce que tu dis à un moment donné, au début de ton ouvrage, tu dis dans la préface qu'on saura le chiffre exact qu'en 2017. Oui, c'est-à-dire qu'en 2017, les archives, ce qui se passe, c'est que les archives étaient totalement interdites, elles étaient fermées. Ensuite, elles ont été ouvertes aux historiens. Et pour l'instant, elles sont encore fermées à l'ensemble de la population. Donc les historiens, s'ils veulent aller chercher, peuvent
aller chercher des informations, mais il y a certains éléments qui sont encore secret défense. Donc, par exemple, le préfet, c'est très intéressant, le préfet qui a donné l'ordre de tirer est mort pendant les événements de 2009. D'accord. Il est mort en mars 2009, en février, quelque chose comme ça, 2009. Mais ses archives personnelles sont toujours inaccessibles. Donc, du coup, d'ici, pas avant, on ne saura pas s'il a écrit quelque chose avant 2017. Oui, encore faut-il qu'il ait écrit quelque chose. Encore faut-il qu'il ait écrit quelque chose. D'accord. Alors, dans les rétifs, lorsqu'on lit les rétifs, moi je me suis passionnée, tu rapportes alors des choses d'enfants de Guadeloupe. Oui. Par exemple, le fait de faire les bouchons, Oui. pour la fête des mères, le napperon, voilà. Et notamment, tu rapportes le Sénat. Et comme tu disais, je t'ai un peu coupé tout à l'heure, mais tu disais que c'est en préparant les rétifs. Alors, ça veut dire, est-ce que quand tu écrivais ce roman, il y a beaucoup de souvenirs qui sont revenus en toi, ou bien est-ce que tu as cette tendance qu'on peut avoir à écrire un journal intime, et est-ce que tu t'es reporté à un journal intime que tu avais écrit? Ah, très bonne question. Non, je n'ai jamais eu de journal intime. D'accord. J'ai des moments où je mets sur papier, je fais des analyses du moment que je suis en train de vivre. Oui, le moment présent. Voilà. Et je me dis, ah ouais, là, alors tu es en train de faire ça se passe de telle manière. Bon, alors il faut réorienter. Donc, c'est juste pour donner une orientation à ma vie. Mais ce ne sont pas des choses que je garde. Donc, je n'ai jamais eu de journal intime. J'ai des cahiers, des cahiers de poésie. Oui. J'ai des cahiers sur lesquels j'ai écrit des nouvelles. J'ai des cahiers sur lesquels j'ai écrit des textes. Ces cahiers-là, je les garde. Mais je n'ai pas de journal intime. En fait, donc pour répondre à ta question, est-ce que ce sont des souvenirs qui sont revenus? En fait, mon journal intime, il est dans ma tête. Mes souvenirs j'ai une excellente mémoire, mais en plus d'avoir une excellente mémoire, je la travaille. C'est-à-dire que je revois régulièrement des choses dans ma tête. Qui sont passées dans qui se sont passées dans mon enfance. J'ai des souvenirs très très forts d'odeurs. Je peux te dire exactement quand je suis allée, j'étais petite, je suis allée marcher à tel endroit, il y avait tel genre de fruits sur cette route-là. Je peux te dire les odeurs qu'on sentait. Est-ce que tu as toujours fait ça, ou est-ce que c'est entre guillemets ton exil en France quand tu es partie adolescente qui t'a amené à faire ça? Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très observatrice, parce que mes parents me disaient ça, que je les surveillais. Non, je ne surveillais pas, je voyais. Voilà. Et c'est une photographie intérieure. C'est une photographie intime. Je photographie les moments, les endroits où je suis, et je m'en souviens très très bien. D'accord. Oui, parce qu'il y a un réel, il y a franchement des passages avec des souvenirs d'enfance que moi je peux avoir, parce que j'ai vécu ma petite enfance aussi en Martinique, l'île cousine, ou l'île sœur. L'île sœur. L'île sœur, je dirais même. Et il y a franchement des choses qui me rappellent. Et alors il y a ce passage d'ailleurs que tu empruntes, le quadrille. Oui. Parce que tu décides à un moment donné, je ne sais pas quand, comment ça t'est venu l'idée de parler, de faire des gens témoigner dans les rétifs, mais sous la forme d'un quadrille? En réalité, le quadrille, je l'ai utilisé déjà dans Tram. Non pas dans le texte, mais dans la mise en scène. Tram qui est une pièce de théâtre. Tram qui est une pièce de théâtre qu'on a montée en 2008, et il y a un morceau de quadrille. Bon, c'est une musique que j'aime beaucoup, mais c'est une musique que, en réalité, que je défends, disons. C'est-à-dire que je ne la défends pas, je n'ai pas l'habitude d'aller sur des plateaux pour dire il faut défendre le quadrille. Je le défends à ma manière. Bon, d'abord, je suis allée l'apprendre. Je suis allée apprendre à danser le quadrille avec une très bonne amie, que je salue au passage, elle va se reconnaître. Et
j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable, mais ce que j'ai aimé, ce qui m'intéressait, c'est de dire que nous sommes extrêmement riches, et beaucoup plus riches encore que nous ne l'avons déjà démontré. Oui. C'est-à-dire qu'on a encore des tas de richesses à explorer et à exploiter, mais ça viendra. Quand on a travaillé sur, par exemple, le gros cas, oui. On a beaucoup travaillé sur le gros cas, et on a eu raison de le faire, mais ce travail sur le gros cas a été fait, à ce moment-là, c'était nécessaire peut-être, dans l'idée que certaines autres musiques étaient des musiques dites, on dirait bâtardes, pour aller vite, étaient des musiques de maître. Oui, et oui, que ces musiques de maître, qu'il s'agisse de la biguine, qu'il s'agisse du quadrille, on les a laissées de côté pendant un moment. Et moi, la raison pour laquelle j'ai gardé cela, c'est que dans ma famille, j'avais un oncle, Jean Bordin, qui est un musicien que tout le monde devrait connaître, mais qui est connu par les initiés. Oui, bien sûr. En réalité, qui était un maître de la biguine. Il a écrit des centaines de biguines. Il m'a d'ailleurs donné une petite cassette avec des tas de biguines que personne n'a jamais entendues et que je garde précieusement. Et il faisait aussi du quadrille. Il faisait du quadrille lancier, ce qui n'est pas la même chose que le quadrille au commandement. Et donc, parce que là, c'est le quadrille au commandement. Il m'est arrivé d'aller l'écouter, d'aller voir une répétition ou deux répétitions de quadrille. Qui faisait, d'ailleurs, je crois, c'était avec M. Décimus. Mais je ne suis pas sûre. Hein. Peut-être que là j'extrapole, mais en tout cas, M. Décimus était un de ses bons amis. Et donc, j'allais écouter ça. Et je me disais, mais c'est formidable quand je voyais ces gens, la passion qu'ils mettaient là-dedans. Mais c'était pas nombreux. C'était sur l'assainissement, ils avaient un petit local sur l'assainissement. Donc, je suis allée écouter ça. Je me suis dit, mais c'est formidable. C'est ça, donc, pour ça que je suis allée apprendre à danser le quadrille après. Et je me disais, comment faire en sorte de, à la fois, parler de cette danse, à la fois l'interroger, mais aussi la valoriser, mais aussi la contrer. Parce que je ne suis pas quelqu'un de la tradition, et une fois qu'une tradition est établie, elle est établie et on n'y touche plus. Bon, donc moi, dans mes rétifs, j'ai un quadrille, mais j'ai un quadrille avec 8 commandeurs. Voilà, c'est le quadrille qui rythme la narration, en fait. Qui rythme la narration. Oui. Et alors que le quadrille est très structuré, et le commandeur dit, il faut faire ça, c'est telle personne qui parle et qui danse, et pas telle autre, et on revient, et on suit le commandement, moi... Et quand tu vas au quadrille et que tu apprends à danser, je peux te dire que les gars, très jeune. Voilà, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, les vieux messieurs, surtout les vieux messieurs, là, ils arrêtent, ils disent, bon, pas qu'on est ailleurs, on doit arrêter avec ça, ailleurs d'autre côté, quoi. Bon, donc c'est très... Et là, à la fois, j'en parle pour qu'on le connaisse, mais en même temps, je me dis, je fais ce que je veux, parce que je suis auteur, et moi aussi, je suis une créatrice. Donc, je crée mon quadrille. Et là, j'ai 8 commandeurs, des frères et sœurs, qui parlent d'une seule voix, mais qui disent nous. Et puis, j'ai des musiciens qui ne respectent pas, alors que ce n'est pas leur tour de parler, paf, ils entrent. Et donc, c'est un peu pour taquiner les gens. Et puis dans ce quadrille, il y a aussi des revenants. Enfin, des personnes qui sont mortes, mais qui font partie apparemment de la vie d'Émilienne. Oui. Absolument. Enfin, c'est pas Émilienne qui les introduit dans sa vie, c'est eux qui s'introduisent à parler pour elle. En réalité, elle les introduit dans sa rêverie. Voilà. Parce qu'elle est dans une rêverie quotidienne, tout le temps. Et elle est assise dans sa cour, et dans sa cour, des informations viennent à elle. Donc, quand on est enfant, on a cette impression-là, que les informations viennent à vous. Donc tu es assis là, tu es en train de faire, peut-être comme Émilienne, en train de nettoyer des lentilles pour ta maman, nettoyer le riz, enlever les pierres, ce qui se faisait avant, qui ne se fait plus. Bon, et tiens, il y a une voisine qui vient parler avec ta mère. Alors pendant qu'elle parle avec ta mère, toi tu entends. Bien sûr. Tu écoutes. Tu entends, mais tu écoutes surtout. Et là, tu t'aperçois qu'on raconte la vie de gens. On raconte à chaque fois la vie des gens qui sont morts. Parce que c'est très, très prégnant chez nous, la mort.
Il y a des gens qui me disent, oh, j'écris beaucoup sur la mort. Mais oui, j'écris beaucoup sur la mort parce que la mort est très prégnante chez nous. Et c'est pas une mort triste, et machin, c'est la mort, elle est là, elle est au milieu, on fait avec. On fait des veillées, on fait des machins, on sait que les gens vont mourir. Celui qui est malade, on dit, bon, il est là, mais il est déjà mort. Alors ça peut paraître un peu cruel. Et puis on parle de nos morts. On parle de nos morts. On va s'asseoir au cimetière, la Toussaint, on nettoie les cacabougies. On n'a plus le droit de faire ça, il paraît. D'envoyer des cacabougies parce qu'il y en avait qui abusaient, qui envoyaient des gros cacabougies et ça peut blesser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, tant pis. Mais on s'assied sur les tombes et on s'assied, on parle aux morts, on lui dit bon, alors tu vois, aujourd'hui on est venu te voir, bon, machin. Donc en fait ils sont tout le temps là. Et ce qui fait que les morts sont avec Emilienne et ils sont tellement les copains d'Emilienne que quand elle ne comprend pas ce qui se passe, eh ben, quand elle décide, je m'assieds sur mon petit banc, je reste assise dans la cour et j'attends que mon papa vienne pour qu'il me dise pourquoi ma maîtresse d'école a disparu et pourquoi est-ce qu'on a tué des gens cet après-midi sur la place de la Victoire. Les morts, naturellement, viennent dire à Emilienne, mais on va te dire pourquoi il y a eu ça, et on va te raconter. Et donc ils en profitent pour raconter leur vie et raconter le pays. Oui, parce qu'il y a la voisine, Madame Nono, si je me souviens. Alors Nono, en plus, c'est Nono. Ah oui, je dis Madame, mais c'est Nono. Alors, qui a perdu sa jambe. Alors ça, oui, parce qu'il y a tu mets un certain humour. Mais alors, quand on te connaît, on connaît ton humour un peu. Mais là, tu mets un certain humour qui fait sourire. On n'est pas en éclat de rire, mais à un moment donné où on ne s'attend pas, il y a quelque chose dans toute cette tragédie que tu racontes. Il y a des points d'humour et on sourit. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pleurer, parce que tu témoignes quand même sur un fait qui est quand même très important, très grave. On n'est pas en train de pleurer, parce qu'en même temps, on a des périodes de sourire comme ça, parce qu'elle dit... on m'a scié ma jambe parce que elle ne rentrait pas dans la manière dont elle était pliée. Comme elle est morte, avec la jambe pliée. Elle ne rentrait pas dans le cercueil. Mais tu sais, ça, c'est une histoire que j'ai entendue. Ah, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Celle-là, elle est vraie. Oui. Il y avait une dame qui habitait en face de chez nous, dans une petite case. Une toute petite maison, elle devait avoir une seule pièce. Et c'était une dame qui était là, je ne sais plus comment elle s'appelait. Bon, moi je l'ai appelée Nono parce qu'il y avait une dame à côté de chez moi qui s'appelait Monono. Monono. Et Monono était une très vieille dame avec son foulard. Elle avait un foulard madras noir et blanc. Alors c'est peut-être... Tu vois, il y a des tas de choses que je comprends au fur et à mesure. J'adore le madras noir et blanc. Tu vois, je n'aime pas le madras de toutes les couleurs, mais j'adore le... Alors, est-ce que c'est lié à mon Oui, parce qu'il a... Je ne sais pas. Bon, bref, cette dame qui habitait en face, elle est morte une nuit. Et moi, j'étais toute petite. J'avais 8 ans, j'avais 7 ans. Ouais, j'étais toute petite. Et elle est morte, la jambe pliée. Tu vois? Donc elle était couchée normalement et puis elle avait une jambe repliée. Alors il n'y avait pas l'histoire du bras, hein, ça je l'ai rajouté, mais j'ai extrapolé. Et sa jambe était dure puisqu'elle est morte peut-être au début de la nuit et quand on l'a trouvée morte le lendemain matin. Donc elle était déjà rigidifiée. On a cassé la jambe pour la mettre dans. Mais on a mis sa jambe dans son cercueil. Je ne sais pas si on n'a pas mis sa jambe, mais moi j'ai inventé que la raison pour laquelle elle n'arrive pas à partir, c'est parce qu'elle aime danser le quadrille et il lui manque une jambe. Voilà. Donc, bon, c'est... Et puis, tu mets aussi un petit peu les personnages. Il y a le Macoumer, donc qui est l'homosexuel, et qui est mort. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais quasiment. Tu parles comme ça quand même. Tu arrives à mettre des personnages de vie. Qu'on côtoie dans nos vies de tous les jours, tu arrives à mettre dans tes récifs. Donc, comme tu dis, c'est quelqu'un que tu as rencontré, qui vivait à côté de toi. Le Macoumer, non. Non, Madame Monono. Et justement, est-ce que le Macoumer, c'est un personnage complètement inventé ou quelqu'un qui a pu faire partie un jour complètement inventé? Tu sais, c'est véritablement, c'est le fond de la question de l'écriture.
l'écriture, pour moi, la création littéraire demeure un peu miraculeuse. Tu as des souvenirs, tu as des choses, il y a des choses que tu as envie de dire, c'est sûr. Moi, j'avais envie de dire quelque chose sur l'homosexualité et sur le fait que c'est une partie de nous, ça s'est amélioré peut-être un peu, mais c'est une part de la réalité de notre pays que nous ne regardons pas en face. Exactement. Qui est difficile à regarder en face. Je sais que moi-même, qui suis extrêmement libérale sur beaucoup de choses, enfin quand je dis libérale au sens non pas libéral économique, mais je ne suis pas libérale du point de vue économique, mais je veux dire que je suis pour que les gens soient le plus libres possible dans leur vie. Il m'est arrivé d'avoir énormément de mal avec l'homosexualité, parce que j'ai été souvent courtisée par des homosexuels. Et alors que je ne suis pas du tout homosexuelle et que je ne suis pas du tout contre la liberté des homosexuels, il m'est arrivé d'avoir des reculs extrêmement forts, des réticences extrêmement fortes, dont je m'en suis voulu après. Je me suis dit, mais non, tu n'auras pas dû. Oui, mais justement, peut-être parce que d'un autre côté, tu te sentais agressée aussi par Alors, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose vraiment. Tu vois, c'est que la question n'est pas de se dire, doit-on autoriser ou non les homosexuels à avoir une vie normale. C'est une question qu'on ne devrait même pas poser, à mon avis. Mais qu'est-ce qui fonde notre réticence, voire notre rejet, voire notre violence, pas la mienne, mais certaines personnes peuvent être violentes vis-à-vis de l'homosexualité. Et pour moi, ce sont des vraies questions qu'on ne se pose pas. Et dans le personnage mon personnage à moi, Hilaire, ce qui m'intéresse, c'est que cette espèce de rejet qui n'est pas clairement dit, d'accord, mais qui reste extrêmement violent de la part de cette dame. Il passe tous les jours devant l'école d'une dame qui est institutrice, qui a une petite école privée. Et tous les jours où il passe devant son école, elle répète devant les enfants qu'elle éduque, elle répète qu'est-ce qu'un drap sale, qu'est-ce qu'un drap propre peut recouvrir un matelas sale. Bon, elle répète ça tous les jours. Donc tous les jours, elle distille cette haine. Mais dans l'esprit des enfants. Dans l'esprit des enfants, mais elle ne dit pas ouvertement. Donc tout se passe, et elle va le dénoncer, et tout se passe en sous-main comme ça. Rien n'est ouvert. Et alors je dis, bon, ben, lui, il va ouvrir la porte. C'est-à-dire, il va faire exploser son homosexualité de manière quasiment carnavalesque, et donc du coup obliger les gens à se questionner. Voilà. C'est un peu ça. Mais alors je ne peux pas te dire, parce que des histoires d'homosexuels, il y en a plein. À Basse-Terre, je voyais tous les jours un homme qui était habillé, il avait sa mini-jupe, il s'était laissé pousser les cheveux. Il était accepté dans l'environnement, mais on se moquait de lui. Et l'une des choses, c'est que généralement, l'homosexualité aux Antilles, j'ai pas entendu, ou j'ai très peu entendu d'histoires d'homosexuels qui ont été comme ici, battus, roulés de coups, etc. Bon, mais le rejet est là, la mise à distance est là, la moquerie est là. Et l'avant-dernière fois que je suis allée en Guadeloupe, il y avait des élections municipales et l'un des candidats était homosexuel. Et les tracts, certains tracts qui ont été distribués,
toujours de cette façon sournoise, était alors distribuée d'une manière hypocrite, mais voilà. C'est même pas de dire que c'était choquant, c'était malpropre. Et donc, c'est encore là. C'est pour ça que j'avais envie de parler de ça. D'accord. Oui, en fait, les rétifs, il y a beaucoup de choses. Moi, personnellement, lorsque j'ai lu cet ouvrage, j'ai vécu quand même en Martinique jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je me suis retrouvée, mais beaucoup qui sont là, mes souvenirs sont là, ils ne partent pas. Et je me suis retrouvée beaucoup, je dis, oh là là, mais ça c'est vrai, tout ça. Et alors, pour en revenir à l'histoire du Sénat, alors toi, c'était Place de la Victoire, moi je suis du Vauclin, et c'était à la Poste. Ouais. Et c'est toujours. Et vous appeliez ça le Sénat également? Non, on n'appelle pas ça. Peut-être que les plus grands appellent ça le Sénat, moi je ne sais pas. Non, par contre, on appelait un lieu, qu'on appelle toujours, le mari de ma grand-mère allait tous les jours dans un bar. Donc il allait voir ses bœufs, machin et tout ça. Et puis après, vers 10h, 11h, il allait dans un bar et ma grand-mère nous disait, mais on disait, où est Toto Victor? À la préfecture. Voilà, tu vois. Donc c'est toujours des sujets. C'est intéressant parce que c'est à chaque fois la prise en. Ce qu'on devrait analyser, c'est de quelle façon est-ce que finalement on s'approprie les lieux de pouvoir. Exactement. Le Sénat, la préfecture. Voilà, peut-être que le fait d'être dépourvu de pouvoir, ou privé de pouvoir, fait qu'on a le désir de s'approprier les lieux de pouvoir. C'est ça. C'est intéressant. Et alors, ça m'intéresse. Oui, c'est intéressant. Ouais. Et moi, ce qui m'a aussi retenu, c'est le Sénat, parce que je me suis dit, tiens, ça correspond quand même un peu au Sénat que Gertie a mis en place, l'événement. Donc, on va revenir à cet événement, au Sénat. Donc, est-ce que... Oui, parce que tout à l'heure, tu disais, c'est en écrivant les rétifs que tu t'es ressouvenu du Sénat? Ou c'est non? Oui, c'est-à-dire que en fait, j'avais fini d'écrire les rétifs, je crois. Oui, j'avais fini d'écrire les rétifs. Lorsque le théâtre de Pays-de-Bois, le directeur, Antonio Diaz-Florian, m'a demandé si je ne voulais pas faire quelque chose chez lui. Parce qu'il y avait eu un colloque, on avait lu beaucoup de mes pièces, plusieurs de mes pièces, des extraits avaient été lus, et donc il découvrait que tout ce théâtre-là qu'il ne connaissait pas. Donc il m'a demandé de faire quelque chose, et il m'a dit, je voudrais que tu fasses quelque chose sur toi-même. Je lui ai dit, bon, je n'ai pas envie de faire quelque chose sur moi-même, il faut se dire, c'est quoi l'intérêt? Et il m'a dit, mais si tu voulais faire une rencontre, je lui ai dit, j'ai envie de faire quelque chose sur la Guadeloupe. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai dit, parce que souvent, quand on me rencontre, on me dit, vous êtes d'où? De la Martinique? Je dis, non, je suis de la Guadeloupe. Souvent, vous êtes d'Haïti? Non, je suis de la Guadeloupe. Et c'est comme si ce territoire de la Guadeloupe existait, mais n'était pas dans les consciences. Voilà. Alors je me suis dit, oh, je veux faire quelque chose sur la Guadeloupe. J'avais appelé ça, donc la Guadeloupe, c'est un poème. Et elle m'a dit, mais il faudrait que tu trouves une forme, ce serait quoi? Et là, je lui ai dit, oh, je ferais bien un Sénat. Je ferais bien un Sénat. Et alors, il me dit, mais c'est quoi un Sénat? Je lui raconte. Et en réalité, mon Sénat n'est pas le même que les autres, que l'autre. Mon Sénat est une occasion de faire découvrir les littératures de la Caraïbe, c'est-à-dire finalement que sur ton Sénat, autant le Sénat Place de la Victoire, tu ne savais pas tellement quel sujet, puisque là tu as donné un sujet. J'ai donné un sujet. Le sujet, c'est les littératures de la Caraïbe. D'accord. Et cette littérature de la Caraïbe aborde des thèmes qui nous sont chers, qui sont importants pour nous, et c'est autour de ces thèmes que nous organisons une discussion avec un public qui est mélangé aux comédiens. Et en principe, alors ils finissent par le savoir maintenant, parce qu'on a des aficionados au bout de la 5e édition du Sénat, et ils finissent par savoir qui est comédien. Mais notre but, c'est que les gens ne savent pas, ne sachent pas qui est comédien. Donc on est mélangés, on est assis à des tables, on est mélangés, et hop, il y a un texte qui démarre. Ce texte, il y a un maître de cérémonie. Le maître de cérémonie accueille le public. On accueille le public avec un chant d'ouverture et on quitte le public avec un chant de fermeture si possible. Mais le chant d'ouverture est important. C'est un chant qu'on a écrit, que ma fille, Leïla,
a écrit avec mon frère, René Dambury. Oui, parce que toute la famille est artiste. Ah ouais, toute la famille est au Sénat. Mais on est une quinzaine de comédiens. Hein. On n'est pas toujours les 15 là, mais on est une bonne quinzaine. Il y a une base. Donc il y a une base. Il y a Firmin Richard, Martine Maximin, Karine Pédurand, Roselyne Bicep, Timalo, et souvent notre maître de cérémonie, Timalo, Jaline Leclerc, Christian Julien, Astrid Bahia, etc. Bon, j'en ai oublié, tu me pardonnes, René Dambury, Leila Leclerc, Gertie Dambury, Henri Linde, Tadier Touébé, tu vois, on est là, j'en ai déjà compté 14, 13 ou 14. Et donc ce qui se passe, c'est que nous sommes mélangés, et le maître de cérémonie lance le Sénat. Mais les gens ne savent pas sur quoi, ils savent qu'il peut y avoir un thème. On va parler de la poésie, un jour c'est le théâtre, la dernière fois c'était un thème, c'était les utopies caraïbes, la prochaine fois ce sera la nouvelle littérature, les jeunes, la prochaine fois ce sera le 8 juin. On va redire la date, le 8 juin à Nigra, un très beau lieu, qui est une ancienne usine de fabrication de pastis d'Annie, et qui se trouve à Arcueil, mais juste à côté du métro. Oui, puis c'est au port de Paris. C'est au port de Paris, c'est tout près. C'est encore même plus pratique que l'Épée de Bois. Et, mais je suis contente d'avoir été à l'Épée de Bois, merci. Et on est là, mélangés. Et les comédiens attendent le moment où ils sentent pouvoir dire leur texte. Mais si un texte, par exemple, on commence sur un texte la première fois qu'on a fait le Sénat, on a commencé sur un texte qui parlait de la canne à sucre. Oui. Bon, c'était une de mes pièces, Lettres indiennes. Donc c'est des textes choisis, vous travaillez des textes choisis. Et ce texte-là, Lettres indiennes, parlait de l'usine, ça parle de la fermeture d'une usine de canne à sucre. Et donc, les gens se sont mis à parler de leur rapport à la canne à sucre, de leur rapport à l'usine, de leur vie autour de l'usine. Mais ça, c'était comme ça. Donc des gens qui ne se connaissent pas ont découvert qu'ils avaient vécu des choses quasiment proches. Quoi. Il y avait une femme, une fille de géreur, et en face, sans que ce soit prévu, il y avait une fille de petit colon, de petit planteur. Donc ils ont pu échanger sur la différence de style de vie que ça a d'être fille de géreur et fille de petit colon. Bon, et ça continue, le public parle, il donne son avis, etc. Et à un moment, sans qu'on sache comment, un comédien entre dans la discussion et paf, ça se transforme en texte. Donc souvent les gens croient que c'est une participation à la discussion, mais c'est un texte. Et le théâtre prend sa place. Voilà, d'accord. Alors, c'est-à-dire qu'avant tout ça, vous préparez entre vous, mais vous préparez entre vous, mais il y a quand même un certain exercice d'improvisation. Absolument. Parce que c'est quand même très fort pour un comédien de saisir l'opportunité d'une intervention, comme tu dis, et de placer son texte à ce moment-là. Absolument. Moi j'ai vu je crois que c'est l'avant-dernier, et j'étais, mais alors, la petite fille qui était en admiration. Parce que je disais, mais c'est... Parce que je savais qu'il y avait des choses qui étaient préparées, je disais, mais c'est excellent. Vraiment. Ils sont heureux. Les comédiens sont heureux. Et le public est heureux. Et c'est ça qui est formidable, c'est que les gens, en partant, ils disent, c'est quand le prochain? Les comédiens sont heureux, le public se sent... c'est-à-dire que c'est... On a quitté la forme où il y avait des gens qui savaient et des gens qui ne savaient pas. C'est ensemble. Ensemble, on sait des choses différentes qui construisent un savoir commun. Bon, il y a des gens qui ont su avant nous, c'est-à-dire qui ont écrit. Donc ceux qui ont écrit. Par exemple, quand on a parlé de l'utopie caraïbe, on a sorti des grands textes, des textes de Marcus Garvey, des textes mais c'est bien parce Glissant, des textes de... Oui, mais c'est bien parce que ça fait aussi connaître à un certain public qui peut venir, qui ne connaît pas. Donc il y a vraiment... Ah oui, il y a Albert Béville, des gens que les gens avaient oubliés. Il y a vraiment un partage, quoi. Il y a un partage. Et évidemment, on donne aux gens la liste des textes qu'on a préparés. Et il y a encore plus un partage, puisque tout cela se termine par un repas. Voilà, que je prépare. J'attendais que tu dises que tu prépares. Il faut me voir la veille.
Elle est dans tous ses états. Tous les états. Et puis des semaines avant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors tu prépares quoi en général? Je prépare un plat que les gens n'ont pas mangé depuis longtemps. Par exemple, une fois, on avait fait riz et arancor. J'en ai mais riz et arancor, ça fait au moins 20 ans. Voilà, longtemps, quoi. Ouais, manger longtemps. Ouais. Bon, riz et arancor. Une fois, j'avais fait pommes de terre et morue, une espèce de courbouillon avec de la tomate que les gens me disaient, mais il me semble que je me rappelle avoir mangé ça. Donc, j'essaie de trouver des plats qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. Ou qui sont difficiles à trouver. Une fois, j'ai fait dans les desserts, j'ai fait des tourments d'amour. Mais on ne trouve pas ça. Alors, parce que tu fais plat, dessert? Ah oui, je fais plat et dessert. D'accord. Alors, comment ça se passe? Les gens, ils réservent avant? Oui, il faut surtout qu'ils réservent avant, que j'ai une idée de éventuellement combien de gens vont manger. Alors, pour réserver, est-ce qu'il y a une adresse? On n'est pas obligé de manger. Oui, il y a une adresse, c'est soit on me téléphone, 06 51 11 33 64, soit on m'écrit à mon adresse email, grth.danbury@gmail.com. D'accord. Et c'est bien de savoir au moins une semaine avant quand même. La réservation pour la réservation. Et les gens ne sont pas obligés de manger. Non, ils ne sont pas obligés de manger. Alors l'entrée est gratuite. Oui. Ce qui nous aide, si les gens mangent, c'est que ça nous permet de récupérer ce qu'on a dépensé pour préparer la nourriture. Oui. Parce que quand ils mangent, ça coûte à peu près combien? Que l'entrée est gratuite, mais... C'est vraiment pas cher. Hein. Ça, c'est pas moi qui décide. En général, c'est 5 € le plat. D'accord. On peut dire entre 5 et 10, quoi. Ouais, maximum. Voilà, maximum. Le prix dépend de ce qu'on a dépensé. Donc, en fonction de ce qu'on a dépensé, on dit, bon, ben voilà, ça nous a coûté tant. On va faire il n'y a pas une question de bénéfice. C'est vraiment le partage. C'est vraiment le partage. Les comédiens offrent leur travail, ils sont pas rémunérés, personne n'est rémunéré. Ce qui nous rémunère, c'est la présence du public, c'est la participation du public et c'est le bonheur que nous avons à le préparer ensemble. Parce qu'un jour, il faudra qu'on sorte les films, parce qu'on filme la préparation. Et c'est extraordinaire, parce que déjà, entre nous, on apprend beaucoup de choses. Là, le dernier Sénat, c'est quasiment Tim Allo qui le porte, parce que connaître les nouveaux écrivains, surtout quand ça a à voir avec le slam, avec la musique, etc., ça demande parce que ce sont des textes qui ne sont pas publiés. Donc on est dans un moment où de la littérature est en train de naître, cette littérature n'est pas publiée, et en fait, on va faire découvrir aux gens les écrivains de demain. C'est ça qui nous intéresse, pas des écrivains publiés de demain. Ils sont déjà écrivains, mais ils seront publiés peut-être demain. Et notre public, vous, à qui je parle par l'intermédiaire de Mika, vous aurez la chance de rencontrer une autre écriture. Une autre écriture. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait dans cette écriture quelque chose d'extrêmement urbain, d'extrêmement citadin, contrairement peut-être aux écritures précédentes qui étaient beaucoup plus dans le paysage. D'accord. Donc le prochain rendez-vous du Sénat, c'est le 8 juin. Samedi 8 juin. C'est toujours un samedi après-midi, entre 15h et 18h. On mange ensemble à partir de 17h30, 18h jusqu'à ce qu'on nous mette dehors du lieu qu'on a réservé. Et c'est les samedis, 15h-18h. Ce samedi-là, ce sera samedi 8 juin, à 15h, rendez-vous à 15h, 14h30 c'est possible. Bon. 14h30. Alors moi j'ai pris vraiment plaisir à te recevoir, Gerty, mais on a tellement de choses à dire, on recevra Gerty de nouveau, parce que Gerty a une nouvelle actualité, c'est qu'elle a créé un blog. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui, on attendra un petit peu, mais un blog, on va quand même donner l'adresse du blog. Est-ce que je la connais? C'est un blog oefort.com et qui s'appelle Le Rétif. Qui s'appelle Le Coin des Rétifs. Le Coin des Rétifs, oui, parce qu'il y a Les Rétifs, qui est l'ouvrage, et Le Coin des Rétifs, qui est le blog. Je mettrai l'adresse en dessous, et puis tu reviendras un jour nous en parler, puisqu'il est récent, il est de mars. Oui, je l'ai avril début. Avril, j'ai commencé quand je suis revenue du congrès des écrivains de la Caraïbe. Voilà, donc tu reviendras nous parler de tout ça.
Et je te remercie et puis je te fais un gros bisou. Merci beaucoup, Mika. Je t'embrasse aussi. J'embrasse tout le monde.